arriver là, la descente, là, on n'allait même pas sortir parce que... Mettez vos casques. Vos casques. Les Anglais, à travers leur football, ont décidément la formule idéale pour pouvoir soulever les foules et les passions. Pendant une période où les activités sont au ralenti, et ceci pour l'émulation de leur sport roi qui est le football, les différents événements tragiques qu'ont traversé le sport dans cette société de Sa Majesté la Reine du côté de Buckingham Palace n'ont jamais mis à mal la volonté des Britanniques de continuer comme un seul homme à véhiculer les valeurs autour de cette discipline sportive. Une période où ils sont la seule grande nation, le foot a évolué pendant ces circonstances et n'a ni manifesté aucun désagrément. De Bamenda à Détroit, qui aurait pu y trouver le lien de causalité entre ces deux agglomérations, si ce n'est les usines d'un jeune Camerounais méconnu du grand public que vous êtes. Alors qu'aux USA, il défrait la chronique de l'actualité de tout genre. Mais rappelle aussi de manière inconsciente aux uns et aux autres que le Cameroun, décidément, est une nation sportivement parlant bénie des dieux. Au vu de la carrière exceptionnelle qui est la sienne dans la NFL, le football américain, le dénommé Damoukonsu, un patronyme à consonance du nord-ouest Cameroun, dont est originaire le père, est malheureusement une énigme pour le mouvement sportif panafricain. Mais en réalité, il demande que le législateur considère ces réalités en faisant un peu plus de plein fouet aider en infrastructure ce pays, comme il le fait pour son pays natal, les États-Unis. Mais évoquer cet univers sans faire allusion à la guerre, sans merci des agents pour le contrôle de ces sportifs, ne devrait que relever le côté tumultueux de ce milieu, où les valeurs sont rangées et même banalisées pour donner naissance à l'outre-violence. Vous l'avez compris, vous êtes dans l'édition de toutes les émotions, la chasse gardée de l'intransigeance. Voici pour vous, Samedi Sport. Je rentre avec le truc média presque une fois. Hein? Média presque une fois, après ça. Non, pas une fois, c'est moi qui ai introduit média. Ah, tu crois, tu es deux. Ok, d'accord. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation de mon panel, une fois de plus, Alphonse Béat, bonjour. Bonjour Eddie et bonjour aux auditeurs. Très bien, nous sommes passés côté Tony Kassako. Tony Kassako, bonjour. Bonjour Eddie Dustra, meilleurs vœux à tous les auditeurs de RSI et plein de bonnes choses au Samedi Sport 2014. Et sans plus tarder, le général de l'État TVT, bonjour. Bonjour. Il y a un nouveau venu parmi nous qui est en vacances de ce côté-ci, Bruce Pété, bonjour. Bonjour Eddie Dustra. Je rappelle que vous êtes collaborateur d'agence sportive. Exact. Très bien, alors on va débuter avec la rubrique médiation. La rubrique Média Presse. L'actualité sportive de la presse internationale. Alors, on va débuter avec cette rubrique Média Presse, qui, avec le journal Marca, le journal espagnol, qui ce matin évoque le cas Cristiano Ronaldo qui a reçu ce vendredi le prix du meilleur joueur de l'année décerné par Pro Soccer à Dubaï. Et à la suite de cela, la star portugaise a déclaré « Je crois que je vais gagner le ballon d'or ». Et encore dans la lignée, son agent Jorge Mendes qui rajoute « Ronaldo avec son potentiel inscrirait 120 buts par saison à Barcelone ». Le même Marca nous informe qu'il y aurait 73 footballeurs libres en janvier dans le football espagnol. Les plus en vue, effectivement, sont Xavi Alonso du Real Madrid, Victor Valdés, FC Barcelone, David Villa de l'Atlético Madrid. Une fois n'est pas coutume, Marca rappelle que l'international camerounais Stéphane Dia n'est plus essentiel dans le dispositif de Nico Pareja, l'entraîneur de Séville, et que cette situation risque de mettre en péril sa rénovation. Et quant à Alexandre, il déclare retrouver des sensations avec Tata Martinez au vu du fait de
temps de jeu s'améliore de plus en plus du côté du FC Barcelone. Alors dans la suite avec le journal AS, toujours en Espagne bien évidemment, le journal nous informe que Gundogan, qui est à l'affiche du journal ce matin, est en train de subir une véritable sollicitation de la part des dirigeants de Real Madrid, etc. Et au vu du fait que Xabi Alonso menace de ne pas renouveler avec la Maison Blanche. Le père de Gundogan rappelle que l'intérêt de Madrid pour son fils est de plus en plus intense. Je connais par ailleurs que les clubs tels que Barcelone, Arsenal, Chelsea et Manchester United sont à l'affût. Cependant, le même AS nous informe que les dirigeants du PSG seraient prêts à mettre 180 millions d'euros pour Messi. Et on sortira de cette actualité avec la clause de Coque, qui est l'international espagnol qui évolue du côté de l'Atlético de Madrid. Sa clause a été réévaluée à 60 millions d'euros, et ceci face aux sollicitations du Bayern, du Barça et de Manchester United. Alors on évolue avec l'Italie, la capitale dello Sport. Ce matin, nous parle de l'échec pour l'instant du jeune prodige argentin Lamela du côté des Spurs de Tottenham, qui a été transféré cet été à hauteur de 30 millions. Les dirigeants de l'Inter envisagent d'ores déjà son retour dans le calcio. Et en tête d'affiche ce matin, l'entraîneur de la Squadra Azzurra, Prandelli, qui semble voir un miracle au Brésil pour les Italiens. Car Prandelli évoque les chances réelles de l'Italie de pouvoir remporter ce tournoi. En évoluant avec le journal portugais Abola, qui en tête d'affiche ce matin nous parle de Cristiano Ronaldo, une fois de plus, il faut un peu de chauvinisme bien évidemment, en le présentant comme étant l'homme de l'année, avec entre autres l'Argentin Garay, qui n'hésite pas à comparer José Mourinho à Jésus. Je pense que c'est bien marrant ce matin. Alors on avance avec le journal allemand Bild, qui nous parle d'un fait divers avec Boitin qui aurait été molesté en compagnie de son fils lors d'une attaque à domicile par des voyous durant les fêtes de Noël. Et aussi en tennis, le même journal Bild nous informe que Boris Becker, qui semble être très satisfait de son nouveau protégé Djokovic, Bild nous rappelle que les débuts de carrière de Boris Becker en tant qu'entraîneur sont considérés déjà comme entre guillemets tonitruants. Alors on évolue avec le journal d'équipe, sorti effectivement de cette rubrique de Mediapest, qui en football s'interroge sur la qualité de l'arbitrage en France, qui selon le quotidien mériterait peut-être un carton rouge au vu de nombreuses polémiques qui se passent dans la Ligue 1 cette saison. Il nous parle aussi du coup de mou, c'est-à-dire que le coup de mou par rapport à José Mourinho, c'est un jeu de mots, je pense que certains l'ont compris, pour faire allusion justement à celui dont on parlait, concernant cette déclaration à l'encontre des effectifs de Swansea, qu'il a qualifié d'équipe des tranchées. Alors, cher Panel, je vais donc débuter avec vous, n'est-ce pas, autour de cette actualité, la revue Mediapest. On va d'abord évoquer le sujet concernant le championnat, les arbitres dans le championnat de France qui serait un peu, l'on considère un peu incontournable comme n'étant pas de qualité. En fait, c'est une question de philosophie de jeu. La philosophie de jeu à la française est une philosophie qui parfois fait du mal, porte préjudice au jeu en lui-même. On est parfois plus permissif en Angleterre et trop regardant en France par rapport à certains détails qui sont parfois les faits de jeu et qui se sanctionnent parfois par des cartons rouges sortis trop vite et qui plombent parfois la fluidité d'un match de football. Ce que je dirais, sans vouloir dénigrer les arbitres en France, c'est chaque chose que vous faites, quelle que soit la discipline sportive, quelle que soit l'activité, elle est toujours influencée par la culture de l'endroit où vous exercez. Les Français ont une culture qui est différente de celle des Anglais ou celle des Allemands. Donc cela se répercute aussi sur leur façon d'arbitrer les matchs de football. La façon de voir un match de football d'un Français ne sera jamais la même que celle d'un Allemand. Donc je pense que cela part de là. Mais on peut quand même aussi ajouter un paramètre. Et je suis parfois défenseur de cette théorie qui veut qu'on milite quand même pour la reconversion des anciens footballeurs aussi dans ce secteur-là qui pourrait revenir. Et je pense que cela commence à être quand on a vu un bilan qui est l'ancien joueur de Saint-Etienne qui est dans un programme aujourd'hui. Je pense qu'il est même déjà un arbitre professionnel. Et il faudrait aussi penser à la professionnalisation de ce métier-là. Nous voyons aujourd'hui les arbitres en France, parfois je les regarde, je me demande si même dans les cours d'école ils ont joué au foot. Il faut quand même sentir le jeu d'une certaine façon. Quand on a été footballeur, il y a des choses qu'on pourrait comprendre. Que quelqu'un qui n'a jamais joué au foot, quelle que soit sa maîtrise du métier d'arbitre, il n'appréciera pas de la même façon, c'est ce que je veux dire. Donc je pense que c'est de ce côté qu'il faut partir de l'analyse. Très bien, à la suite de l'analyse avec Thierry Tegui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alphonse Béard. Sauf aussi que parmi les arbitres, il y a ceux qui n'ont jamais joué au football mais qui sont excellents. On parle de Wagner qui est entraîneur, on parle de l'ancien Colina qui n'a jamais joué au foot. En France, il y a un peu le péché mignon de vouloir protéger toujours l'artiste. Et protéger l'artiste pas dans le sens propre du terme, comme on voit en Espagne ou peut-être au Brésil. Et dans la commission de discipline, même l'arbitrage en France
on se rend compte qu'à la suite des cartons rouges, le jeu est systématiquement suspendu au moins de 2-3 matchs. Ce qui ne se fait pas forcément dans les autres championnats. Mais aussi, c'est le niveau qu'on rencontre aussi, même chez nous en Afrique, on relève le niveau de l'arbitrage, même en cas un peu défaillant. C'est des trucs qui vont, à mon avis, évoluer avec le temps. Très bien, on va évoluer avec le Boris. Vous posez la question de savoir, aujourd'hui on parle de Gundogan qui serait sollicité, n'est-ce pas, par les dirigeants de Real Madrid. Alors, quelle analyse vous faites de cette situation, surtout par rapport à ce joueur Gundogan qui évolue du côté de Real? Il faut dire que c'est un joueur qui a un excellent niveau. Bon, je suis un peu surpris par le fait que Xabi Alonso ne soit pas encore, n'a pas encore renouvelé son contrat, parce que c'est un joueur qui reste quand même assez important. Et aujourd'hui, on compte encore sur, on se dit qu'on peut remplacer par Ibrahima Mendy. Mais à mon avis, c'est que des tractations, et je pense que finalement, on va regarder Xabi Alonso, et si en ce qui concerne Gundogan, je ne pense pas qu'on va le lâcher tout de suite. D'accord, très bien. Denis Kessel, on parle de ce centre de joueurs dans le football espagnol qui serait dit, on est plutôt pas plus surpris de constater que les monuments, entre guillemets, comme Victor Valdés, Xabi Alonso et David Villa seraient libres au mois de janvier, là, dans quelques jours, et qu'il ne se passe rien pour pouvoir renouveler leur contrat. C'est la destinée. C'est la destinée, ce sont des stratégies qui sont mises en marche. Ce sont les stratégies qui sont mises en marche, je pense, beaucoup plus par les joueurs. Vous savez que quand un joueur part libre d'un en étant libre d'un club, il a une cote part au niveau de la prime de signature. Donc, ce sont des stratégies qui sont mises en place maintenant pour que ces joueurs, lors de la signature de nouveaux contrats, puissent avoir de grosses marges de rentrée d'argent lorsqu'ils signeront leur contrat. Ce sont des opérations, ce sont des stratégies mises en place par ces joueurs et par leurs agents. Ça fait une question de la frontière. En fait, il faut comprendre que nous sommes dans un marché assez spécial. Quand chaque fois qu'un mercato approche, vous allez avoir des effets d'annonce. Et aujourd'hui, comme je le dis, les agents de joueurs qui commencent à comprendre de mieux en mieux leur métier, je pense qu'on en parlera plus tard, voient aussi et maîtrisent l'importance de la presse et de la communication. Quand vous avez un joueur et que le mercato approche, vous allez comprendre que chaque fois il y a des effets d'annonce, on vous dit tel joueur il est en bagarre avec son club, il veut renouveler, tel autre joueur est sollicité par la terre entière. Parfois c'est pas vrai. Mais cela permet, c'est aussi pareil dans le monde professionnel. Parfois vous rendissez un contrat à votre employeur et vous lui dites, vous voyez, il y a telle entreprise qui me propose ça, si vous ne réagissez pas, je vais partir. Cela aboutit parfois à des renouvellements de contrats avec une revalorisation qui est parfois conséquente. Et pour le reste, c'est la loi du métier, il faut comprendre ça comme ça. Mais je pense que pour ces joueurs-là qui sont aujourd'hui cités comme étant libres, c'est tout à fait normal. Il peut arriver que des joueurs très connus, de très très bonnes performances, puissent ne pas trouver un accord avec leur club et que les négociations se bloquent à un certain niveau. Parce qu'il est pour l'intérêt d'un club de renouveler le contrat d'un joueur, même s'ils savent qu'ils vont le lâcher en fin d'année. Cela leur permet de gagner de l'argent en fin d'année pendant que les joueurs sont en train de partir. Le joueur, je ne pense pas toujours que ce soit à son avantage de dire non, je ne renouvelle pas, sinon il ne le ferait pas. Certains joueurs renouvellent parce que dans cette renégociation de renouvellement de contrat, on fixe des clauses où toutes les parties sont gagnantes. Donc ce n'est pas forcément un gain pour un joueur de dire non, je vais avoir le faire avec mon club, je ne renouvelle pas. Comme ça, quand je suis libre, je vais partir. Parce que vous pouvez être libre. Le club qui vient vous solliciter, il va vous acheter libre le contrat. Mais est-ce que vous avez réellement une clause qui vous permet aussi de gagner l'argent? Alors que pendant la renégociation de votre contrat, le renouvellement de votre contrat, vous pouvez vous accorder avec votre club et dire que voilà, dans la clause libératoire que vous allez fixer, je peux avoir tel pourcentage. Donc c'est un jeu qu'il faut savoir maîtriser et c'est une loi de l'offre et de la demande qui est tout à fait juste. Très bien répondu. Est-ce que ça nous permet, n'est-ce pas, de faire la transition avec le championnat anglais, Thierry Teké, le fameux Boxing Day, on entend parler de ci et là, de part et d'autre, et tout. Alors, je vais vous poser la question de savoir, c'est quoi exactement le Boxing Day? Avant de reprendre ta question, vraiment de revenir sur la phrase de Mourinho dans la média presse qui a taxé l'équipe de Swansea d'équipe d'étrangers. Mais lorsqu'il est invité avec deux Italiens, Marco Materazzi et Mario Balotelli, dans son 11 titulaire, il n'y a aucun Italien. Et moi, je ne vois pas pourquoi maintenant il va faire du pied à notre qui est du côté de Swansea. Maintenant, parlant du Boxing Day, c'est un peu général le Boxing Day. C'est le jour après Noël, comme disent les Anglais. Et la spécificité aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus dans le football qu'on voit le Boxing Day. Mais ça se passe dans toute la Grande-Bretagne. Il y a le rugby à 15 qui se joue aussi après Noël. C'est un peu comme un cadeau de Noël pour
pour les supporters et les fans de foot. À la base, à l'origine, c'était pour empêcher les grands déplacements de foot des supporters. On organisait donc des derbies. Et pour rappeler aussi qu'en Angleterre, lors du Boxing Day, c'est un jour férié. On organise donc des derbies entre les équipes de même ville pour pouvoir permettre aux supporters de fêter le nouvel an. D'accord, très bien. Merci de répondre là. Oui, en fait, il est à côté quand même que c'est un tournoi assez important de la saison en Angleterre. Il est parfois coutume de dire que celui qui bat les champions se détermine dès le Boxing Day. Voilà, c'est une période très décisive parce qu'il y a un enchaînement de matchs qui se joue sur une courte durée et il faut être à même de sortir de ce tunnel-là sans trop de dégâts, sans trop de blessés, sans trop de défaites. Et cela montre aussi parfois la solidité d'une équipe et ça permet de placer une rampe de lancement qui va être suivie tout au long du reste de la saison. Parce que cette dynamique que vous enclenchez là, en jouant 4 matchs par exemple sur une très courte période, elle est très bénéfique si vous en sortez de façon positive. Elle est très bénéfique sur le reste de la saison. Très bien, Denis Esago. Alors, durant cette période qu'est le Boxing Day, on apprend effectivement que dans l'esprit britannique, c'est-à-dire que c'est une période où tout est quasiment en arrêt, au ralenti, les transports fonctionnent quasiment à 10-20%. On constate une réelle volonté de la part des supporters de se déplacer en masse, en foule. Et c'est cet esprit, n'est-ce pas, qui amène les personnes, du moins les gens, les observateurs, à considérer que le Boxing Day, c'est un événement spécial en Angleterre. Quel est ton avis par rapport à cette analyse? C'est une question de culture. C'est une question de culture. C'est un événement spécial tout simplement parce qu'il y a incorporé aussi dans la culture anglaise. C'est à la base, le Boxing Day, c'est essentiellement d'abord pouvoir faire les soldes. Ça part d'un aspect commercial. C'était développé la journée d'après Noël pour que les familles puissent bénéficier des soldes faits par les plus grandes enseignes qui existent au niveau de l'Angleterre. Ce qui a été transposé au niveau du football. Et maintenant, les responsables de l'association de football anglaise ont estimé que pour pouvoir faire un cadeau à leurs fans, ils bloquaient une période après Noël où les derbies les plus difficiles et les plus sanglantes qui se jouaient entre les différents clubs pouvaient être programmés dans cette période-là. Et on demandait aux fans de se déplacer avec toute leur famille, femmes, enfants, pour venir assister au stade avec toutes les mesures de sécurité possibles. Donc vous aviez des Tottenham Arsenal qui passaient à cette époque sans qu'il n'y ait aucun problème entre les différents supporters. Vous aviez un Everton Liverpool qui se passait dans cette période sans qu'il n'y ait aucun problème. Est-ce que pour autant, si ça se passait dans une autre période, il y aurait peut-être des soucis? Il y a eu des soucis. C'était comme un argument, comme on dit, il y a eu des soucis parce que tout simplement c'était un cadeau que la Fédération anglaise de football adressait aux différents fans, aux différents supporters des différentes équipes, mais encadrait cela avec l'armée. Et au fil du temps, il n'y a plus l'encadrement de l'armée, ce qui fait que le Boxing Day se passe vraiment de manière chaleureuse avec les femmes, les enfants, les grands-parents qui viennent dans le stade, qui viennent assister aux différents matchs de leurs équipes favorites. Très bien. Je vais réagir avec Boris. Alors, Boris, quelle analyse as-tu, n'est-ce pas, de ce Boxing Day qui se fait dans cette équipe de l'esprit anglo-saxon? Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas toujours continuer dans cette violence-là dans les stades parce qu'il y a une très grosse passion de foot. Donc ils ont essayé d'aménager cet espace-là pour que les familles puissent se retrouver et passer de bons moments sur le stade. Alors, cet esprit d'aménagement, c'est été pris au Boris par rapport à ces familles qui évoluent dans une ambiance de droit de l'enfant durant cette période. Est-ce que finalement, ce n'est pas du positif, ce n'est pas des solutions à la violence? C'est une solution au pacifisme. Moi, je veux pas adjectiver l'aspect culturel à l'aspect football parce qu'à la base, il y a Boxing Day. Mais ce n'est pas forcément pour le football, pour le sport en Angleterre. C'était le jour après Noël, comme je l'ai évoqué. Avant, c'était le jour d'après Noël, choisi par la noblesse anglaise pour pouvoir donner des cadeaux aux serviteurs ou aux domestiques. C'est-à-dire travailler pendant les jours de Noël, pendant le Noël réveillon. Et c'est là que le lendemain, qui pouvaient aller se reposer, aller voir la famille, aller voir les proches. Et c'est ce jour-là qui était choisi pour pouvoir donner des cadeaux, pour donner des présents, pour aller chez eux. C'est dans cet esprit donc que la première ligue, c'est dans cet esprit donc que le football anglais a pris le relais et dit, puisqu'il y a un Boxing Day, pourquoi pas faire un Boxing Day à la sportive, à la football? C'est pour ça qu'ils organisent maintenant le championnat marathon, qui est sportivement maintenant le créneau, la base même du championnat anglais. Celui qui est gagné au lendemain du Boxing Day est quasiment celui en championship. Celui qui est premier parmi les deux premiers est quasiment celui qui finit dans le plus fort. C'est ça l'esprit du Boxing Day, cet aménagement du sport. Cet aménagement du sport autour de cet événement-là pour pacifier aussi les rencontres et les supporters comme l'a dit. Thierry, ça va être c'était qu'avant de venir, si je vais poser une
savoir, Alphonse, est-ce que cette analyse, cette schématisation que met en place le football anglais, est-ce que ce n'est pas une solution aussi à la compétitivité du football? Comme on dit souvent, la réponse se trouve toujours dans la question. Mais je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Ne soyons pas naïfs. Ne croyons pas que tout le goût, parce que c'est Noël, on lui gagne, Charles Durand va devenir très calme parce que c'est un match jour le 26. Non, il ne faut pas croire. Donc, si vous avez quelqu'un de violent, vous l'amenez au stade le 25 ou le premier ou le 300e du mois, il va être violent. Donc, il est bien vrai qu'une idée économique peut naître d'un environnement culturel et historique d'un pays, mais aujourd'hui nous sommes dans un contexte où tout est fait sur un plan économique. Comment gagner de l'argent? Nous aménageons un espace pendant 4 jours où tous les championnats sont en arrêt, tous les médias, tous les yeux, tous les regards sont fixés sur un championnat que les propriétaires, les gestionnaires veulent vendre. Le championnat anglais aujourd'hui apparaît comme le plus vendu, comme le plus important, comme le plus relevé, parce qu'il y a des gens derrière qui ont fait un travail important de marketing. Ils savent le vendre, ils savent attirer les meilleurs joueurs. Mais cela ne se fait pas tout seul. Ne croyez pas que si on continue à se comporter comme on se comporte là au Cameroun, même un Tchadien dans quelques années ne voudra pas venir ici. Mais le marketing, c'est quoi? C'est savoir donner de la valeur à un produit, savoir le rendre attrayant. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pendant cette période de Boxing Day, toutes les chaînes de télévision revoient les ventes des espaces publicitaires à la hausse. 1 minute de publicité à la télévision anglaise pendant le Boxing Day, ça ne coûte pas pareil que pendant les jours normaux. Parce qu'il y a une forte médiatisation pendant cette période-là. Tous les autres championnats sont à l'arrêt. Aujourd'hui, quand vous êtes un fan de foot, vous voulez regarder un match de foot, ce n'est que sur le championnat anglais que vous pouvez le regarder. Vous avez le plus grand nombre de supporters parce que c'est une période festive. Les tarifs sont à la hausse, les gens gagnent un peu plus d'argent, il y a les produits dérivés qui sont vendus derrière parce que les gens viennent avec des familles, les enfants qui achètent des maillots et tout. Donc cela est fait d'abord pour le but économique. Il ne faut pas croire. Et il y a les joueurs aussi qui sont un peu à la ramasse parce que les matchs sont souvent se jouent sur une courte durée. Les clubs profitent aussi pour faire le turnover, pour tourner leur effectif et mettre aussi en avant des joueurs qui ne pourront pas jouer suffisamment tout le reste de la saison et pour pouvoir les positionner sur le prochain mercato qui arrive. Donc tout cela est fait avec des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui essayent de valoriser leurs produits dans un but ultime et commun pour tous les gens qui sont des acteurs économiques, gagner de l'argent. Alors, Dominique, Alphonse Déac évoque le marketing dans cet esprit de Boxing Day pour pouvoir valoriser de mieux en mieux leur championnat, jouant par les Anglais évidemment. Est-ce que en réalité, ces Anglais n'ont pas tout compris ce qu'ils font? Ils sont en avant-garde. Ils sont en avant-garde, c'est exactement, c'est tout à fait une forte dose de marketing qui est en train d'être faite. Il disait tantôt que tous les championnats sont arrêtés. Et maintenant, si vous voulez voir, si vous êtes un passionné de foot, si vous êtes un fan de foot, si vous voulez voir un fan de foot, vous êtes obligé de vous tourner vers la première ligue. Si vous tournez vers la première ligue, que c'est le seul qui vous offre la satisfaction de pouvoir regarder votre sport favori, il va sans dire que tout ce qui tourne autour, publicité, marketing, merchandising, tout ça est décuplé, les prix augmentent. Donc c'est tout à fait normal. Ils sont en avant-garde dans ce sens, ils sont en avant-garde. Et pour la petite histoire, il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train d'imiter cela, qui sont en train d'aller dans cette élan. La Belgique y est allée, la Belgique a commencé. Il y a l'Égypte qui s'y est mis aussi. Il y a le Niger, il y a même le Niger qui s'y est mis. Donc il y a une plus-value à gagner, à jouer durant cette période-là. Mais maintenant, est-ce que tous les autres pays sont prêts à suivre? Il y a des problèmes culturels, il y a un problème de religion, il y a un problème de croyance. C'est un tout ça qu'il faut pouvoir mettre sur la balance, l'aspect financier, l'aspect culturel des différentes cultures. Est-ce que les Anglais ne bénéficient pas en réalité de la laïcité, puisqu'ils parlent de culture, etc. Exactement, c'est un avantage qui tient de la laïcité. Très bien. Alors, avec toi, Thierry Keke, puisqu'on est toujours dans le football anglais, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible, à cette période-là, justement, que les clubs anglais puissent recruter des joueurs? Mais quand on commence première, c'est pas possible pour une équipe genre qui, si on considère la période du 26 au 1er janvier, de recruter les joueurs. Non, c'est une période faste pour les période faste pour les équipes pour pouvoir se jouer, comme on dit, grand frère, et pouvoir se jouer sur la base de son effectif, sur la base de ses objectifs à terme. Si une équipe, après championnat marathon, 4 matchs en 2 semaines, 4 matchs en 1 semaine et demie, voire 2 semaines, va voir plus facilement les aspects de son effectif, les aspects de son jeu à renforcer. On va vendre des joueurs, on va recruter des joueurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est lors du Boxing Day que la courbe même
du championnat est défini, on sait quasiment qu'il peut aller en deuxième division, on sait quasiment qu'il peut finir dans le Big Four. Est-ce que dans les noms de ce que dit Thierry Teké, on sait quasiment que Liverpool sera champion? Non. Les Anglais disent ceci lors du Boxing Day. Ils disent